On avait déjà abordé la question du Congo, mais cette fois-ci, je vais davantage donc me concentrer sur la période qui correspond à ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo, et donc cette fameuse question de l'abolition de l'esclavage. Alors déjà, le titre est assez particulier, donc Mission humanitaire et conversion capitaliste, le crépuscule de l'esclavage au Congo. Je crois que le terme le plus important dans ce titre, c'est vraiment crépuscule, parce que ça renvoie à une période de la journée où on passe de la journée donc à la nuit, mais on est un peu entre les deux, un peu comme l'aube, on est dans ce passage entre la nuit et le matin, tant et si bien que les choses sont extrêmement floues, extrêmement vagues. Et c'est toute l'histoire de l'esclavage au Congo qui est dans ce crépuscule assez particulier, avec une continuité, donc l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, qui fait que la datation donc de cette abolition de l'esclavage est assez complexe, assez particulière et suscite énormément de controverses. Demain, par exemple, devait être célébré donc, le 150aire de l'accession au trône royal donc, du roi Léopold II à Bruxelles, et des mouvements militants panafricains ont mené un certain nombre d'actions qui font que cette commémoration a été annulée par les autorités bruxelloises. Donc ça montre à quel point on est réellement dans l'actualité, parce que ce sont des faits qui ont eu lieu il y a plus d'un siècle et demi, et encore aujourd'hui dans l'actualité, on voit que ça a encore des conséquences, y compris auprès des mouvements qui abordent cette question de la mémoire. Alors, le crépuscule, mais aussi le mythe des ténèbres, puisque dans le cas du Congo, on est dans un espace géographique qui est très particulier, qui a souvent été fantasmé, qui a souvent été construit, à la fois comme le cœur du continent africain, et en même temps ce lieu plus ou moins impénétrable, et qui va être découvert d'une certaine manière, donc découvert toujours entre guillemets, par le biais de la navigation donc sur le fleuve Congo. Je crois que l'importance du fleuve est réelle, parce que c'est le fleuve qui ensuite irrigue toute l'Afrique centrale et qui fait du Congo un espace incontournable dans le cas donc, de la colonisation. Donc on est également donc, au cœur d'un système global, donc avec je regarde, je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a sur l'écran ou pas, juste pour savoir. D'accord, très bien. Très bien, donc c'est juste pour préciser, donc dans un premier temps, que le Congo a toujours été un prototype. Ça a été un prototype du système colonial, ça a été un prototype du système esclavagiste bien avant cela, un prototype du système impérialiste et capitaliste. Et donc dans le cas donc, de son ouverture, dans le cas de la mise en place des systèmes mondes, cela passe donc par l'arrivée des Portugais au niveau de l'embouchure du fleuve Congo. Donc on est en 1483, Diego Camp qui arrive à ce niveau donc, du continent africain. Et par la suite, donc, dès le début du XVIe siècle, le Congo va être l'un des points d'embarcation les plus importants dans le cas de la traite vers donc, les Amériques. C'est au moins 4 à 5 millions d'Africains qui arriveront donc, dans les Amériques en étant partie du Congo, et on est dans une fourchette basse. Donc c'est si bien que ce point du continent africain va être constamment marqué par le phénomène de la traite et le phénomène de l'esclavage. Et cela aura des répercussions dans l'arrière-pays, puisque de l'autre côté oriental, la traite qui va se mener depuis Zanzibar va également s'appuyer sur des razzias internes qui vont mettre en concurrence à la fois donc des négriers européens, mais également des négriers arabes qui vont s'appuyer d'une certaine manière sur le jeu entre les différents groupes ethniques qui étaient présents dans ce qui était à l'époque le pays Congo, qui était une association de royaumes qui vont connaître les uns et les autres des formes de décadence tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle. Donc ces convoitises seront renforcées donc, dans le premier quart du XIXe siècle, donc avec notamment donc, une expédition, l'expédition Tukey, qui sera la première grande expédition financée donc, à l'époque par la Société de géographie de Londres. On est en 1816, je pense que la date est aussi importante parce que c'est important de rappeler qu'en 1815, au Congrès de Vienne, on abolit la traite. Donc la traite, c'est le fait de transporter finalement donc, des personnes en captivité d'un point à l'autre. On abolit la traite, donc ce déplacement massif vers les Amériques,
mais on maintient l'esclavage, à la fois dans les colonies, mais également sur le continent africain. Néanmoins, dans cette traite, dans cette abolition de la traite, il y a une clause qui permet de continuer la traite dans l'hémisphère sud. Et c'est de là en fait que le Congo va devenir réellement le dernier pourvoyeur d'esclaves, notamment vers le Brésil et Cuba, qui seront donc les deux derniers territoires à abolir l'esclavage à la fin des années 1880. C'est aussi très important de souligner dès le départ que la date officielle d'abolition de l'esclavage par la Belgique est très floue, et celle qui est la plus évidente, enfin celle qui ressort le plus en général, c'est 1890. Donc là aussi on a une date d'abolition qui est extrêmement tardive, et ça aussi c'est des points qui me semblent très importants à souligner, justement dans cette chronologie des abolitions et des traites. Donc là il y a juste une petite carte qui montrait donc les différents royaumes, la manière dont ils ont éclaté sous l'impact des traites, donc à la fois vers l'Atlantique et en même temps vers l'océan Indien, et comment à partir de la chute du royaume Congo au XIXe siècle vont se mettre en place déjà des premières formes d'industrie, comme on en voit également au niveau du delta du Niger, donc les fameuses huileries qui vont se mettre en place au niveau du bassin du Congo, également les plantations de café, l'arachide, le coton, etc. Et donc à la même époque que ces royaumes Congo sont en train de chuter, se renforce la traite en direction de Zanzibar, qui sera abolie encore plus tardivement. Et également à cette période, dans les années 1860, 70, 80, on voit aussi apparaître un phénomène très intéressant, ce sont les premières missions afro-américaines, notamment dans le bassin du Congo, mais également dans le bassin du Niger, donc les deux fleuves les plus importants de l'Afrique subsaharienne. On voit des Afro-Américains qui, eux, ont obtenu l'abolition de l'esclavage en 1865 officiellement, qui commencent à monter des projets autonomes, d'installation, de réinstallation commerciale dans le bassin du Congo, dans le bassin du Niger, qui rencontrent des chefs africains, qui essaient d'obtenir déjà des concessions pour lancer déjà des formes d'activité commerciale, avec toujours en arrière-plan l'idée que c'est par le commerce qu'on arrivera à éteindre l'esclavage qui perdure dans cette région du continent africain. Alors, il va y avoir un grand chamboulement de cette carte qui était en train de se mettre en place à partir de l'initiative d'une seule personne, le roi Léopold II, qui était souverain de Belgique. Donc la Belgique était une toute petite monarchie, n'était même pas une puissance européenne, qui avait raté toute la période de l'épopée coloniale, entre guillemets, et qui va tenter en fait de se relancer sur cet échiquier en ayant d'abord des visées au niveau de l'Extrême-Orient. Le roi Léopold II, au départ, il visait l'Indonésie, il visait éventuellement quelques îles du Japon, l'Extrême-Orient, dans l'idée de mettre en place un certain nombre de plantations de caoutchouc, notamment d'EVA. Et très rapidement, il va se rendre compte que l'Afrique peut constituer justement ce domaine dont la Belgique rêve tant. Donc la particularité du roi Léopold II, c'est qu'il va s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs qui vont chacun défendre leurs intérêts. Donc là, on voit par exemple sur cette affiche, il y aura les premiers qui sont les églises catholiques, qui arriveront dès 1841, qui prépareront finalement la formation de petites élites locales qui seront dans une logique assimilationniste et qui arrivent avec ce premier intérêt qui est cette idée de l'abolition de l'esclavage et de mettre en place des projets humanitaires. Les deuxièmes acteurs, ce seront les explorateurs. Donc en 1876, il y a une conférence internationale de géographie qui est organisée et financée par le roi Léopold II, au terme de laquelle des explorateurs du monde entier, là aussi il y a cet aspect un peu de multinational. On sait qu'il y avait une dizaine de nationalités différentes au niveau des explorateurs qui étaient présents à cette conférence de Bruxelles, des Hongrois, des Italiens, des Allemands, des Américains, etc. Bref, tout le monde venait justement pour voir ce roi qui tentait, derrière cette idée d'exploration, de financer des missions sur le continent africain. Donc c'est à cette occasion que le roi Léopold II va recruter Stanley,
qui juste avant s'était fait une renommée donc en retrouvant Livingstone et en partant donc à la recherche donc des sources du lac Victoria, expédition au cours de laquelle donc il prendra déjà un certain nombre de contacts très importants avec des chefs africains. Donc là on est dans la deuxième partie des intérêts, les intérêts scientifiques, donc le développement de l'anthropologie, de l'ethnographie, de la géographie, de la médecine également, la médecine coloniale à cette époque-là qui va se développer. Le troisième axe, donc, ce sont les personnalités plus philanthropes, en tout cas par apparence, mais qui ont généralement des intérêts stratégiques. Donc là, ce sera ce qui motivera la création de l'Association internationale africaine, qui deviendra ensuite l'Association internationale du Congo, puis l'État indépendant du Congo. Donc là, on est vraiment dans une logique de structuration des intérêts, donc dans une logique beaucoup plus stratégique, avec un certain nombre de réflexions sur la manière dont, justement, en partant d'une association, on construit donc ensuite une organisation, puis de cette organisation on construit un État. Donc c'est toute la question juridique. Sur quelle forme juridique créer ce nouvel État dans un cadre qui serait à la fois anti-esclavagiste, mais qui maintiendrait des intérêts qui sont liés à l'esclavage. J'ai oublié de préciser aussi que dans le cas des églises catholiques, il y avait la confrontation, même au niveau de la Belgique, avec les églises protestantes. Léopold II va vraiment soutenir les missions catholiques, et cela créera un certain nombre de heurts avec l'église protestante. Et d'ailleurs, les missionnaires afro-américains qui viendront au Congo et qui dénonceront plus tard les crimes de Léopold II étaient tous des protestants, des presbytériens. Donc là aussi, il y a des querelles internes et sous-jacentes à travers donc, les différentes confessions. Et bien évidemment, dans les églises catholiques, il y a aussi cette idée de barrer la route à l'islam, une idée très ancienne, l'islam qui venait donc de la côte est, de la côte Swahili, qui pénétrait donc depuis la côte est vers la côte ouest. Donc il y avait toujours cette idée de briser l'avancée de l'islam, de briser également l'avancée des figures mahdistes comme on pouvait en voir à cette époque-là au Soudan. Les djihad qui se mettaient en place au niveau de l'Afrique centrale, au niveau du Tchad, etc. Donc il y avait vraiment des logiques de guerre de religion qui étaient présentes déjà dans ce projet-là. Et donc les quatrième acteurs, donc les États et donc les multinationales qui là renvoient donc aux intérêts donc, économiques, donc la terre, les matières premières, le commerce international. Donc voilà un peu toute la palette des acteurs qui vont donc se retrouver à deux occasions. Donc la première, c'est la fameuse conférence de Berlin, donc de novembre 84 à février 85, où les puissances occidentales, avec l'Empire ottoman et les États-Unis, se réunissent à Berlin, donc décident de partager le continent africain sur la base de sphères d'influence, donc de territoires à explorer, conquérir et contrôler. Donc c'est dans ce cadre-là donc, que Léopold II va faire reconnaître donc, l'État indépendant du Congo. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce sont les États-Unis qui vont être les premiers à reconnaître cet État indépendant, qui en fait n'avait rien d'indépendant. Il s'agissait de la propriété personnelle du roi des Belges, donc une propriété vraiment privée, qui va être reconnue de manière internationale comme un État indépendant, qui sera totalement distinct de l'État belge, du gouvernement belge. Et donc les Américains vont être les premiers à pousser dans ce sens-là, en obtenant donc, de la part du roi Léopold II donc, une ouverture au commerce international du bassin du Congo. Ce qui a permis donc, à toutes les multinationales, donc à cette époque-là, de s'implanter dans ce bassin-là. On est à la fin donc, du 19e siècle, on est dans une période de révolution industrielle très importante. Il y a les premiers métros qui se construisent, on a besoin de caoutchouc, il y a l'industrie de l'automobile qui est en plein boom, on a besoin des pneus, du fer, etc., des huiles également. Donc tout cela, on le trouve au Congo, et c'est réellement donc, le Congo qui va servir de réservoir de matières premières dès cette époque-là, à travers la structure très particulière qui sera mise en place donc, sous la forme donc, de l'État indépendant du Congo. Alors les deux principaux motifs de cette conférence était, au-delà de la répartition de la navigation dans les deux bassins, Congo et Niger, c'était d'annoncer l'abolition de l'esclavage au Congo et en Afrique en général. Et le deuxième point, c'était de limiter l'importation des boissons alcoolisées et des armes à feu en Afrique. Il faut bien savoir que
la traite, c'est l'un des instruments les plus importants de la mise en dépendance des groupes africains, a été justement l'introduction des boissons alcoolisées, donc la capacité à enivrer les chefs, à les capturer, à leur faire signer n'importe quoi, et bien évidemment donc l'utilisation des armes à feu, à la fois dans le cas de la construction des conflits interethniques, on dirait, mais également dans le cas de la soumission à la loi du plus fort. Donc ce sont les deux éléments qui ont permis donc, cette mise en dépendance du continent africain. Et à la fin du 19e siècle, on a quelques États africains, quelques groupes étatiques africains ou proto-étatiques africains qui commencent à avoir leurs propres armements. On peut penser par exemple au niveau de l'Abyssinie, il y a des fabriques d'armes, il y a des entités qui paraissent en mesure donc, de résister éventuellement donc, à une ruée coloniale. Donc, en même temps que l'on prétend donc, interdire l'introduction des armes à feu, c'est une certaine manière de priver les États africains qui voudraient résister à la conquête coloniale qui va se mettre en place par la suite. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement bien pensé derrière des visions humanitaires et qui va faciliter très largement la conquête coloniale par la suite. C'est ce qui va permettre vraiment à des petits groupes de conquérir d'immenses territoires. Donc ces deux éléments-là qui vont représenter donc l'initiative humanitaire donc, de Léopold II et donc qui vont servir de parapluie philanthrope donc à des intérêts beaucoup plus matérialistes, beaucoup plus économiques. Et la position des Américains, c'était justement d'avancer derrière ce parapluie humanitaire pour placer des intérêts beaucoup plus stratégiques dès cette époque-là. Donc le 1er août 85, donc on est 6 mois après la fin de cette conférence de Berlin, donc un gouvernement donc, de l'État indépendant du Congo va s'installer à Bruxelles, puisque le roi Léopold II ne mettra jamais les pieds dans ce qui était sa propriété personnelle et qui était 80 fois plus grand que la Belgique. Un gouvernement qui se compose de 3 branches, donc affaires intérieures, affaires étrangères et finances. Rien d'autre, pas d'éducation. L'éducation est confiée aux missions catholiques qui reçoivent des émoluments très importants, justement dans le but de civiliser les Africains, de les évangéliser, les éduquer, etc. Ce qui fait que ce système-là va permettre à l'Église catholique au Congo de s'emparer d'énormément de richesses, d'être extrêmement puissante et d'être aussi l'un des freins au moment donc, de la décolonisation du Congo. Il y aura vraiment beaucoup de difficultés à sortir de la question politico-religieuse à ce moment-là. Alors pour le financement, donc, on va mettre en place donc, une série d'emprunts, des prêts, et également donc, une convention donc, qui sera votée en 1890, l'acte de Bruxelles, qui correspond donc à la véritable date d'abolition de l'esclavage. On a mis en place une société anti-esclavagiste. Et donc l'acte de Bruxelles qui sera voté au Parlement et qui va donc valider officiellement donc, cet État indépendant du Congo avec une convention, une clause entre la Belgique, donc l'État belge et l'État indépendant du Congo, donc la propriété du roi des Belges, qui fait que en cas de cession de l'État indépendant du Congo, la Belgique serait prioritaire. Puisque pendant toute cette épopée, le roi des Belges sera confronté au conflit d'intérêts, puisqu'en tant que roi des Belges, il doit garantir l'intérêt des Belges, mais en même temps, il y a les intérêts du gouvernement belge. Donc, on voit bien que cette question du Congo va être extrêmement importante dans toute l'histoire politique de la Belgique, et c'est aujourd'hui encore une histoire qui est très sensible. Quand on touche au roi, là je vous avais expliqué en introduction ce qui est en train de se passer actuellement à Bruxelles, c'est quelque chose, je pense, de réellement très important. Alors, donc très rapidement, on va mettre en place donc, des infrastructures qui vont travailler sur des systèmes de dépossession, donc expropriation des terres, donc mise en place de lois qui font que les terres dites vacantes sont automatiquement propriété de l'État indépendant du Congo, donc du roi des Belges. Également donc, des formes de déplacement de population qui vont permettre donc, à des concessions, enfin qui vont permettre à l'État de donner des concessions aux différentes entreprises et multinationales. Et donc c'est une entreprise qui au départ ne suscitait pas l'engouement des Belges. C'était vraiment l'affaire privée du roi, c'était un peu sa petite folie qu'on lui permettait de faire, ses affaires privées.
Et au départ, on n'avait pas forcément idée des retombées économiques que cela aurait pu avoir. Donc effectivement, pendant les 5 premières années, 1885 à 90, où on est dans de la négociation diplomatique, on est dans la mise en place des traités juridiques, on est dans la préparation de la construction de cet État, il n'y a pas réellement de retombées financières. Mais dès 1892, donc là il y a un petit schéma qui montre vraiment la manière dont les retombées économiques arrivent, dès 1892, eh bien, le Congo devient extrêmement rentable. Et la rentabilité ne va cesser d'augmenter pendant plus d'un demi-siècle. Donc le territoire va être divisé en 3 zones, un domaine privé donc, de l'État indépendant, donc le domaine de la couronne, et donc des domaines qui seront donnés donc, en concession à des personnes privées et donc à des entreprises. Donc tout cela va mettre en place sur le territoire du Congo plusieurs formes de juridiction, plusieurs formes d'extraterritorialité qui vont perdurer et qui vont faire qu'au moment notamment de l'indépendance, on aura encore des enclaves esclavagistes. On sait aujourd'hui qu'en 1960, il existait dans un certain nombre de lieux au Congo des zones où l'esclavage était réellement pratiqué. Donc ça aussi c'est très important de voir qu'il existait que le système qui a été mis en place au moment où on abolissait l'esclavage est un système qui permettait en fait l'utilisation, qui permettait des pratiques qui relevaient du non-droit, de l'absence de droit, dans le cas notamment d'une législation du travail totalement inexistante. Et ça, je pense que c'est un élément très important qui fait qu'on a beaucoup de mal vraiment à voir à quelle date cette abolition a été effective. D'autre part, donc on a des compagnies très importantes qui vont se mettre en place. L'une des plus importantes, c'est la 3CI, la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, donc fondée en 1887 et qui va redonner en fait une autre image du fleuve Congo. Le fleuve Congo est constitué de cataractes qui font que sa navigabilité n'est pas forcément évidente sur l'ensemble de son bassin. Et le meilleur moyen de rallier donc l'océan Atlantique, dans le cadre donc, du pillage donc, des matières premières, c'était de construire donc, des chemins de fer. Donc, ce sera le travail donc, de la 3CI qui va donc, construire donc, un premier tronçon, donc la voie ferrée Matadi-Stade-Dépôt, Matadi-Kinshasa. Donc Matadi c'est le port côtier, qui est au niveau de l'embouchure du fleuve Congo, et Kinshasa, c'est la capitale qui est un peu en retrait, 70-80 km dans les terres. Et donc ce premier ouvrage, cette première infrastructure va réellement doper donc, le développement du Congo. Donc la compagnie donc, obtiendra donc, des milliers d'hectares de terrain pour